Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de mon amour pour le jeu vidéo. C'est un tout nouveau format que j'avais envie de tester. Et du coup, yo, c'est Ali. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant du jeu vidéo qui a énormément évolué au fil des décennies. Des pixels au monde ouvert, des manettes au clavier, les jeux vidéo ont tracé un chemin incroyable dans notre divertissement moderne. Et aujourd'hui, il est devenu un élément incontournable de la pop culture. Il remplit des stades complets, les nerds d'hier sont les stars d'aujourd'hui, des licences iconiques sont apparues et ont modelé ce qu'est aujourd'hui l'industrie vidéoludique. Mais pour comprendre l'impact que cette industrie a eu sur moi, il faut revenir au tout début. Peut-être pas aussi loin. Ça, c'est moi. J'ai grandi dans une famille où la pop culture est très prégnante. Mon père travaille dans la BD et donc la culture comics et geek est quand même omniprésente. Que ce soit le cinéma et les séries, en passant par des comics Marvel, DC et des licences moins connues, en tout cas à l'époque, on va dire que l'art est très présent à la maison. Mais on est dans les années 90 et le jeu vidéo n'est pas encore au niveau que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de console à la maison, mis à part peut-être la Game Boy Color jaune avec les jeux classiques Mario, Pokémon et Prince of Persia. Mon père il a un Mac, et donc c'est plus des jeux éducatifs ou des jeux pour enfants. On se rappelle tous d'Adibou. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir à la maison le premier PC portable de ma mère. Et encore c'était celui qu'elle utilisait pour le taf. Les autres consoles et jeux vidéo, je les découvre chez des potes avec les après-midi PS1, PS2 et Xbox. En fait, mon enfance, je l'ai passé à faire du vélo, du foot et d'autres jeux d'enfants dans une résidence avec plein de forêts ou à jouer avec mes Lego et Action Man. Action Man, le plus grand de tous les héros. J'avais le droit qu'à 30 minutes de jeu par jour, ce qui laisse pas énormément de temps pour aller au fond des histoires. Et un jour, ma mère revient à la maison avec un jeu qu'elle a gagné à son travail. Faut savoir que ma mère n'est pas du tout dans cet univers. Mais les peu de jeux auxquels elle a joué, c'est peut-être Tetris et les vieux Prince of Persia. Et à ce moment-là, on est en 2003. J'ai 8 ans. Et ce jeu qu'elle ramène, ça vient d'une petite boîte qui s'appelle... Pour comprendre l'impact qu'a eu Prince of Persia sur moi, faut faire un petit retour en arrière sur l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo. J'ai cité Ubisoft. Fondée en 1986, cette entreprise française a laissé une marque indélébile dans l'industrie du jeu vidéo. Des franchises emblématiques, des succès mondiaux et parfois des flops titanesques. Pour se remettre dans le contexte, Ubisoft à l'époque, c'est ça. Malgré des hauts et des bas, Ubisoft a su évoluer avec les attentes des joueurs. Et quand on pense à Ubisoft, encore aujourd'hui, l'une des licences qui ressort le plus, c'est... Ai-je vraiment besoin de présenter Assassin's Creed ? L'une des licences les plus lucratives et aimées de ces 15 dernières années. Malgré des ratés dans ses opus, la communauté de fans reconnaît volontiers la qualité de nombreuses de ses œuvres. Cette licence a totalement modifié le paysage vidéoludique, et notamment les jeux en monde ouvert. Mais il ne faut pas oublier que cette licence maintenant culte, qui a connu une adaptation au cinéma un peu moins culte, et obtenu de nombreux prix, a bien failli ne jamais voir le jour. Ou, rectification, pas sous le nom et la façon dont on le connaît aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un héritier spirituel de Prince of Persia. À la base, après le succès des 3 précédents volets, dont on parlera dans la partie suivante, Ubisoft voulait sortir un spin-off appelé Prince of Persia Assassin. D'ailleurs, les membres principaux de l'équipe de développement du premier Assassin's Creed sont les mêmes que ceux responsables de la série mettant en scène le prince de Perse. L'histoire devait tourner autour d'un des membres de la confrérie des assassins personnels du prince. Cette idée fut vite abandonnée pour laisser place à la nouvelle franchise. Elle a donc repris le flambeau des jeux d'action-aventure et d'histoire immersive ainsi que de plateforme. Plongeons dans le passé, explorant des mondes riches en détails, Assassin's Creed doit une partie de son ADN à son illustre prédécesseur, le laissant malheureusement dans les limbes des projets d'Ubisoft depuis 2010. Mais revenons à la genèse. Prince of Persia est à l'origine une licence de jeu de plateforme en 2D où le joueur incarne un jeune aventurier qui doit secourir une princesse. En l'absence du sultan, le grand vizir Jafar fait régner la tyrannie d'une main de fer. Un seul obstacle demeure entre Jafar et le trône, la charmante fille du sultan. En somme toute, un jeu classique de plateforme sans énormément de scénario, ou en tout cas un scénario qui est vu et revu. Il y a également 2 autres itérations, un en 2D qui est sorti en 93 et fait suite directe au jeu précédent, et un en 99, un jeu 3D qui reprend les principes des premiers, et il présente une animation détaillée du personnage, un scénario travaillé avec une trame romantique, des énigmes et des pièges, mais là on parle d'une série de jeux des années 80-90 et qui n'ont pas été édités par Ubisoft. Et pour les 2 itérations des années 90, je les connaissais pas, ou très peu. D'ailleurs le design de la version 3D de 99 me fait quand même énormément penser à Tomb Raider.
La licence qui va nous intéresser ici, c'est le triptyque du Prince de Perse des années 2000. Faisons un bref résumé. Donc si vous n'y avez pas joué ou que vous ne connaissez pas, attention, spoiler. Au Moyen-Âge, traversant l'Inde en direction d'Azad, le roi Shahraman et son fils, le prince de Perse, dont le vrai nom est inconnu, sont en route pour défaire le puissant Maharaja d'Inde, pour les honneurs et la gloire. Dans l'entourage du Maharaja se trouve un espion, le vizir, qui a pour seule mission de prévenir l'armée persane au moment opportun pour attaquer la forteresse indienne, en échange, évidemment, d'une partie des trésors qui seront saisis. Après avoir pillé la cité, dérobé un gigantesque sablier, volé une dague mystérieuse et réduit en esclavage Farah, la fille du Maharaja, le vizir demande au roi Shahraman en récompense la dague du temps trouvée par le prince. Mais le roi refuse de prendre la dague des mains de son fils, car il s'agit ici de son premier butin de guerre. L'armée se remet en route, le roi de Perse se rend chez le sultan au palais d'Azad et lui apporte le sablier du temps en cadeau, en signe d'amitié entre leurs deux peuples. Mais le vizir, sournois, pousse le prince à insérer la dague du temps dans le sablier. Le sablier s'ouvre alors et libère en un cyclone les sables du temps, qui se mettent à ravager le palais et à corrompre les êtres humains, les transformant en créatures des sables. Les seules personnes capables de résister à la contamination sont le prince, le vizir et Farah, respectivement grâce à la dague, le sceptre et le médaillon. Il y a d'autres rares survivants qui ne résisteront pas longtemps malheureusement. Dans le but de réparer les terribles dommages qu'il vient de causer, le prince doit retrouver le sablier du temps et le refermer. Sa mission l'amène à rencontrer Farah, avec qui il s'empressera de s'allier et avec qui il nouera une relation amoureuse. Ils parviendront ensemble à percer les mystères des mécanismes titanesques qui régissent le fonctionnement du palais et de son système de défense automatisé. Le prince découvre au fur et à mesure de son périple que la dague lui permet d'influer sur le temps, le ralentir ou même revenir dans le passé par exemple. Une fois le sablier atteint, il replace la dague à l'intérieur pour faire un gigantesque saut dans le passé, arrivant juste avant l'assaut de la forteresse du Maharaja. Toutes ces péripéties dans le palais et sa relation avec Farah ne sont plus qu'un souvenir connu de lui seul. Toutefois, le prince est toujours en possession de la dague du temps. Il s'infiltre alors dans la forteresse et rejoint Farah. Il lui fait le récit de la ligne du temps qu'il a vécue. Le vizir surgit alors et use de magie pour combattre le prince. Après l'avoir vaincu et l'avoir empêché d'ouvrir les sables du temps, le prince rend la dague à Farah et ils se séparent, tous deux conscients, finalement, que leur histoire d'amour a existé dans un autre temps. Voilà pour les faits. Le scénario est plutôt classique, l'animation est belle, le gameplay est solide, même encore aujourd'hui, malgré des petits bugs de caméra assez courants pour les jeux de cette époque. Mais là où le jeu va sortir des sentiers battus, c'est sur sa narration. Tout au long du jeu, le prince semble raconter son histoire à quelqu'un. La cinématique d'introduction le montre en train de s'introduire dans une chambre, tout en expliquant le principe du temps. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Les remarques qu'il fait lors de sa mort ou de celle de Farah, Vous me croyez fou? Je le vois bien à votre regard. ou même lorsque le jeu est sauvegardé, D'accord, je reprendrai à partir de ce point. renforcent totalement cette impression. Après l'inversion du processus des sables par le prince et son retour dans la chambre de Farah, il n'y a plus de voix off. Et il est révélé qu'il avait raconté toute son histoire à Farah. Tout ça dans le but de le prévenir de la trahison du vizir. Et ce procédé narratif a pour but de renforcer l'immersion du joueur. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi ce jeu est-il si spécial pour moi? Avant toute chose, c'est bien plus qu'une simple aventure à mes yeux. J'ai commencé le jeu en observant ma mère jouer. Le jeu était interdit aux moins de 12 ans, j'en avais 8 à l'époque. Donc la mère elle était pas très chaude. Les seules phases de gameplay, c'était pour l'aider à certains moments. Et puis un jour, j'ai eu l'autorisation de jouer officiellement. Un jour béni des dieux pour moi, et maudit par ma mère. Encore une fois, j'étais jeune, pas initié à tous les codes du jeu vidéo, je galérais tellement avec toutes les touches, les enchaînements, etc. Mais j'avançais bien dans l'histoire, et un beau jour, j'atteins le boss final. Des jours et des jours à recommencer, encore et encore. Et puis, en regardant sur internet, je me rends compte que c'était en fait que le premier boss. J'avais fait à peine 15% du jeu, mais dans ma tête c'était super long déjà. Je pense que ce qui a vraiment joué sur mon amour pour le jeu, c'est peut-être son aspect immersif et narratif. Et j'ai toujours adoré les jeux qui garantissent une histoire, un scénario solide dans lequel on peut découvrir un gameplay certes, mais aussi et surtout une histoire prenante. Encore aujourd'hui, ce qui m'anime le plus dans les jeux solo, le jeu aura beau être le plus beau avec le meilleur gameplay, etc. S'il ne me transporte pas dans l'univers, c'est mort. Et je pense que c'est notamment grâce au lore de League of Legends que je suis tombé dans cette merde. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo.
Le gameplay est captivant et innovant pour l'époque, on est en plein film. Et le joueur n'est pas seulement joueur, il est spectateur de sa propre aventure. Et d'ailleurs, je remercie The Great Review pour m'avoir ouvert les yeux à ce sujet. Et ensuite, je t'ai préparé un jump, et j'ai fait attention de bien dégager tout le paysage derrière pour qu'il soit aussi spectaculaire que possible. Là-dessus, j'ai que 2 choses à rajouter. Le slow motion, parce que tu vas comprendre que tu es censé regarder au lieu de jouer. Et la musique. Certaines de vos actions qui paraissent totalement normales vont être mises en avant et au premier plan avec des ralentis pour donner le temps au spectateur de profiter de l'action et mettre en avant des mouvements incroyables. Ça le fait notamment au début, quand on court sur les murs, quand on fait les premiers sauts, avec certaines figures acrobatiques qu'on utilise sur les ennemis, mais elle nous permet vraiment de profiter de l'instant et de découvrir ces mouvements incroyables. Prince of Persia Les Sables du Temps m'a initié à un univers fantastique, rempli de magie, qui utilise les contes des Mille et Une Nuits pour développer ses personnages. C'est un monde guidé, certes, mais qui par son histoire et sa localisation géographique donne une impression de grandeur et de monde ouvert. Visiter les différentes pièces et salles du palais est un plaisir. Chaque salle possède son ambiance, ses différents monstres, ses énigmes et mécanismes. La difficulté est progressive, mais les erreurs ne sont pas forcément pardonnables. Il y a un sentiment de die and retry. Savoir comment aborder un méchant, comment le combattre, revenir dans le temps pour éviter de mourir, le jeu nous laisse une chance de s'améliorer en temps réel. Tout en étant punitif si cette économie du sable est mal gérée. Les énigmes et les plateformes sont encore présents et rendent hommage à ses prédécesseurs. Mais pourquoi c'est le premier opus qui m'a le plus marqué, plutôt que la suite de la licence? Pourquoi je ne parle pas de la saga Prince of Persia, mais bien uniquement de Prince of Persia Les Sables du Temps? Bon, tout simplement parce que d'abord, c'est ma vidéo, et qu'on parle du jeu qui m'a matrixé et non pas de la saga. Concernant la saga de jeux vidéo qui m'a vraiment fait kiffer, c'en est une autre. Mais ça arrivera plus tard. Bon, revenons à nos moutons. Après le succès initial, parce que c'est un vrai succès, le jeu est même à sa sortie l'un des jeux les mieux notés de tous les temps. Mais que s'est-il passé avec la licence Prince of Persia? Malheureusement, la série a connu des hauts et des bas. La saga principale, composée de Les Sables du Temps, L'Âme du Guerrier et Les Deux Royaumes sont bons. Vraiment bons. Malheureusement, je n'ai découvert le deuxième opus que très tard, peut-être 5 ou 6 ans après. Après Les Sables du Temps, j'ai directement enchaîné en 2005 avec Les Deux Royaumes, sans forcément comprendre l'histoire et l'intérêt de suivre une trame narrative. Faut pas oublier que j'avais 10 ans à l'époque, et mon esprit critique n'était pas forcément développé, j'accordais pas autant d'importance à ces sujets-là. Moi je voulais un jeu dans lequel je pouvais m'éclater, et si en plus c'était dans l'univers qui avait ouvert ma curiosité au monde vidéoludique, ça me suffisait. Et c'est ce que m'a fourni Les Deux Royaumes. Une version meilleure graphiquement, un scénario léché avec la dualité du bien et du mal, la ville de Babylone, le retour d'un méchant iconique, et le gameplay des combats encore plus nerveux, avec une nouvelle forme qui n'existait pas dans le premier, le freeform fighting. On avait le choix dans les armes utilisées. On pouvait se la jouer brute ou infiltration. En fait, quand on y pense, c'était un peu un vrai prémisse à Assassin's Creed, mais en jeu couloir. En revanche, il manquait une partie cohérente au scénario. Que s'est-il passé entre le 1 et le 3? Qui est cette femme dans le bateau au début du jeu? Pourquoi le héros que je connaissais, qui possédait un code moral, qui faisait des blagues, mais qui était aussi un peu charmeur et imbu de lui-même, avait disparu? Pourquoi l'âme du guerrier en avait fait un homme chargé de rancœur, de violence et de colère? Pour comprendre ça, il fallait que je me renseigne et que je joue aux 10 jeux. Et en lançant le jeu pour la première fois, je comprends les critiques. Et pourquoi il n'a pas autant plu au public que le premier. Pour commencer, l'ambiance sonore est à l'opposé du premier. Là où Les Sables du Temps voulaient proposer une ambiance aventure avec des musiques captivantes, rythmées et dans l'ambiance des décors, l'âme du guerrier, bien que dans l'ambiance des décors, arrive avec une soundtrack hard rock metal, le gameplay est ultra nerveux et violent, beaucoup plus sombre, tout est enflammé, le combat est prédominant, dans les 5 premières minutes du jeu on se retrouve déjà en boss fight. Aujourd'hui je comprends, on met en place l'intrigue en plongeant le joueur dans de l'action, on sait instantanément quel sera l'univers de ce jeu. Et quelle direction il prendra. Mais là où l'univers était féerique, magique et proche des contes orientaux dans le premier volet, l'âme du guerrier est beaucoup plus adulte et sombre. Et pour un gamin de 9 ans, le jeu ne correspondait pas aux attentes. Aujourd'hui, après avoir refait la trilogie complète, je comprends le prince, je comprends son évolution, je comprends ce qu'il est devenu. Mais c'est bien Prince of Persia Les Sables du Temps qui, encore aujourd'hui, est cher à mon cœur. C'est celui que j'ai le plus retenu. Puis, en 2008, une annonce fait totalement bugger mon cerveau. Un nouveau jeu Prince of Persia va sortir, coproduit par les équipes de Prince of Persia et Assassin's Creed. Et quelle ne fut pas ma déception de voir qu'il s'agissait d'un reboot de la saga, avec pour seul point commun
Le nom du jeu, les acrobaties et les énigmes. Plus rien n'avait de sens, plus rien ne ressemblait à ce que j'avais connu. Étais-je déjà aigri à 13 ans ? Oui. Bref, je ne retrouvais pas l'essence de ce que m'avait fait ressentir Prince of Persia à l'époque. Le jeu n'était pas aussi linéaire, mais il était en monde pseudo-ouvert. En fait, l'ambiance globale ne m'a pas transcendé. Les décors paraissaient un peu vides et le monde un peu fade comparé à ce qu'on avait connu au préalable. L'un des gros points positifs par contre, c'était l'animation et les graphismes. Il s'agissait de cel shading. Il y a également eu un spin-off DS pour ce jeu, mais je crois pas y avoir joué, et n'ayant pas forcément aimé, je me suis pas infligé ça. Et enfin, 2010, Prince of Persia, les sables oubliés. Ubisoft entend la colère des fans, ils veulent retrouver le prince de la trilogie originelle, et nous pondent donc cet opus, qui se déroule pile entre le premier et le deuxième volet. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il est bon ? Oui, le jeu est bon, il est cohérent. Le gameplay et la structure rappellent énormément ce qu'on a connu dans le triptyque originel. Mais le problème, c'est que l'année précédente et l'année même de la sortie de Prince of Persia, les sables oubliés, sont sortis des jeux comme Assassin's Creed 2, avec l'un des personnages les plus charismatiques et attachants qu'on ait pu connaître, avec un monde ouvert incroyable et un scénario pépite. Et que MW2 et Black Ops 1 sont les nouveaux standards. Le jeu multijoueur prend le dessus, et quand on joue à un jeu solo, on veut du grandiose, et pas du réchauffé. Et malheureusement, Prince of Persia, les sables oubliés, est un plat réchauffé. Un bon plat réchauffé, certes, mais réchauffé quand même. Malgré ses qualités évidentes, Ubisoft a misé sur Assassin's Creed. Ce jeu qui ne devait être qu'une suite à cet univers a finalement dévoré son mentor. Attention, j'aime Assassin's Creed, là n'est pas le problème. Ce que je reproche à Ubisoft, c'est d'avoir laissé mourir cette licence. Les jeux solo à couloir ne sont pas finis. God of War le fait encore très bien. The Last of Us est l'un des meilleurs jeux scénarisés et immersifs de ces 10 dernières années. La sortie du long métrage Prince of Persia, qui est loin d'être mauvais, et bien meilleur que le film Assassin's Creed d'ailleurs, aurait pu donner un coup de boost à cette licence, si Ubisoft l'avait voulu. Et puis on a des jeux aujourd'hui avec des fins multiples. Les jeux couloirs à scénario multiple fonctionnent très bien. Alors pourquoi pas un jeu couloir à scénario unique ne fonctionnerait pas ? Mais non, la seule chose qu'on nous offre, c'est un remake du premier jeu, en moins beau. Ce qui a fait le charme du jeu originel, ce n'est pas ses graphismes, c'est ce qu'il raconte. Et proposer un jeu 50-60 balles pour une simple refonte graphique alors que le jeu de base tourne encore parfaitement, encore si le jeu était beau, mais là, vraiment pas. Et je crois le pire, c'est qu'il proposait même dans la précommande un ensemble retour aux sources pour avoir le même skin, les armes originelles et le filtre classique. Je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. J'aime Ubisoft, j'aime leur licence, j'aime ce qu'ils ont fait au monde du jeu vidéo. Mais j'avoue que pour cette Madeleine de Proust qu'est Prince of Persia, ça a fait mal à mon petit cœur. Après les critiques du trailer, le jeu a été mis en stand-by, puis confié aux équipes d'Ubisoft Montréal pour reprendre le projet à zéro. On est 20 ans après la sortie du premier jeu, et j'espère vraiment avoir de bonnes surprises. L'une des surprises qui a fait un peu parler, c'est également l'arrivée d'un nouveau Prince of Persia 2D plateforme, et j'avoue ne pas être trop emballé. Après, à voir au moment de sa sortie et les premières critiques. En conclusion, Prince of Persia, les Sables du Temps ne représente pas seulement un chapitre dans l'histoire des jeux vidéo, mais aussi un point d'ancrage personnel. Il nous rappelle l'importance des jeux vidéo en tant que moyen de narration puissant et de divertissement immersif. Aujourd'hui, pour beaucoup, un jeu est plus puissant même qu'un film. Il inspire même l'industrie cinématographique, avec des séries adaptées de jeux vidéo, des films adaptés de jeux vidéo, ou même des histoires en bouquins, en BD, et en plus, dans de nombreux cas, ils n'arrivent pas à se hisser à la hauteur de ce médium. Le jeu vidéo est prédominant. Alors oui, on a été des sales geeks. Oui, l'Europe et la France sont en retard en termes d'ouverture sur le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Mais l'avenir est beau. On a la chance d'avoir grandi et évolué avec cet univers. Alors continuons à célébrer cette industrie qui nous passionne tant. Ce jeu a fait battre mon cœur, ce qui a confirmé ma passion pour le gaming. C'est cette industrie qui m'a motivé à faire le métier que je fais aujourd'hui. Les Sables du Temps a marqué le début d'une relation durable entre les jeux vidéo et moi. Et vous, c'était quoi votre point de départ ?